tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce soir. On va faire le débrief de l'étape numéro 6 de ce Tour de France. On partait du Tour pour aller à Châteauroux et on a eu un sprint royal à Châteauroux. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis quand vous mettez un abonnement, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos qui parlent de cyclisme, mais également des vidéos dans d'autres domaines. Notamment, on va avoir rapidement, parce que je sais que les gens l'attendent, la MotoGP à Assen. Du côté de la Formule 1, on fera les deux Grands Prix d'Autriche, les deux Grands Prix sur le circuit de Spielberg, parce que j'ai pas eu le temps encore de voir la course. Sprint royal à Châteauroux, pourquoi? Parce qu'on a eu vraiment un sprint fantastique, une belle bagarre de train. Aujourd'hui, on a des mecs qui se sont imposés, notamment Cavendish, mais on a eu surtout un train qui a pris l'avantage sur un autre train. Et on en parlera. On peut et on s'aperçoit que les flops aujourd'hui, ce sont les coureurs qui n'avaient pas de gros trains. Et c'est pour ça notamment que je n'avais pas mis Buemi parmi mes favoris ce matin. On l'a marqué dans les commentaires, mais j'ai répondu également à ce commentaire. Pourquoi j'avais pas mis Buemi? Parce que pour moi, Buemi n'a pas un train exceptionnel. Alors, il a deux coureurs, mais il n'en a pas 8 ou 9. Et ce qui fait que c'est un problème dans le final d'une étape comme aujourd'hui. Sprint royal à Châteauroux, une étape, sinon il ne s'est pas passé énormément de choses. On a eu une échappée qui n'a pas voulu partir, enfin qui n'a pas pu partir. Pourquoi? Parce que trop de coureurs. Voilà, ça arrive qu'on n'arrive pas à faire partir en échappée, surtout quand il y a des mecs comme Casper Asgreen. Greg Van Avermaet, grand animateur de la journée. Et puis également un bon Roger Kluge. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus de cette vidéo, on va aller assez vite parce que j'ai pas non plus 150 choses à dire. Du côté de Nasser Boigny, belle troisième place. Pourquoi belle troisième place? Parce que, encore une fois, avec simplement 2 ou 3 coureurs, c'est ce qu'il a aujourd'hui Boigny. Clément Russo, il a également Connor Swift et il manque bien entendu un troisième coureur, c'est le Britannique. Connor Swift et du côté d'Arkea peut-être qu'ils l'ont déjà mis. Mais voilà, il en a que 3 quoi, autour de Dan McLay. Voilà, il n'a pas 150 coureurs autour de lui. Alors ce sont des bons coureurs, mais sur un sprint comme ça où il y avait 1,6 km de ligne droite, pas forcément un sprint technique. On a vu, il n'y a eu qu'une seule chute avec Guarnieri. Eh bien, c'est compliqué dans ce genre de situation pour faire la différence. Alors ils ont fait le job, ils ont très bien fait le job. Ils se sont replacés au kilomètre. C'était ce qu'il fallait faire quand on manquait de main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'il prend une belle troisième place. Ce qui est dommage également dans le sprint de Boigny, c'est qu'il fait énormément de chemin aujourd'hui. Et je pense que s'il avait pris une route un peu plus rectiligne, s'il avait pu prendre une route un peu plus rectiligne, eh bien, certainement qu'il aurait pu passer Philipsen. Et pourquoi pas s'imposer? Parce que je l'ai trouvé plus performant dans son sprint que Cavendish notamment. Mais il fallait avoir un très bon train. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il a manqué à Boigny. Pareil un petit peu pour Arnaud Démare, il lui a manqué son poisson pilote, il lui a manqué Guarnieri. Je trouve également que le train de la Groupama FDJ est pour le moment assez discret depuis le début de ce Tour de France. Peut-être parce qu'ils sont aussi en léger sous-nombre, il faut le dire par rapport à d'autres formations, mais pourtant ils s'étaient entraînés à ce genre de situation, notamment aux boucles de la Mayenne, où ils étaient simplement 6. Alors, il n'y avait pas simplement 6 coureurs par équipe. Et je trouve qu'ils avaient plutôt fait du bon travail, mais face à des armadas un peu plus conséquentes comme Deceuninck et Alpecin, ça ne marche pour le moment pas excellemment bien. Mais du côté d'Arnaud Démare, cette 4e place elle est importante parce qu'elle lui redonne de la confiance après 2 premiers sprints qui avaient été un petit peu compliqués pour le coureur français. Là, ça va un petit peu mieux pour lui. Et on s'aperçoit également que la chute à Pontivy n'a pas laissé trop de traces au niveau physique. Et ça, c'est intéressant, notamment en deuxième semaine, parce qu'on sait qu'Arnaud Démare est pas mal aussi en deuxième semaine. On pourrait l'attendre du côté de Nîmes ou du côté de Carcassonne. Je continue du côté des francophones, du bilan des Bleus, avec Brian Cocard du côté des flops. Brian Cocard est porté disparu. On recherche petit Brian Cocard du côté des sprints. 16e aujourd'hui, c'est pas du standing normalement de ce coureur. Alors on sait qu'il est on a vu une rumeur comme quoi il était sur le départ de la part de Cofidis, qu'il rejoindrait Cofidis, parce que Laporte serait sur le départ du côté de Jumbo. Après, pour le moment,
Ce sont des rumeurs, ce ne sont pas encore des informations vérifiées. Le contrat n'a pas encore été signé du côté de Brian Cocard. Mais c'est vrai que le coureur français, depuis le début de ce Tour de France, c'est quand même pas la folie. Il m'inquiète un petit peu, Brian Cocard. Alors le train de BNB Hotel, il y en a pas. Hein, ça c'est déjà une première information. Mais c'est quand même pas très glorieux, hein, parce que Redon Fougère, il était 17e. C'est pas comme si en plus, bon, à part sur le Tour de Belgique, et on l'avait vu un peu, notamment sur la fin du Tour de Belgique, mais c'est vrai que sur d'autres courses, il était un peu plus en difficulté. Brian Coca avait pourtant fait un bon Grand Prix la Marseillaise, qui est souvent signe d'une pas excellente saison. Mais j'ai l'impression que là, il n'y a pas une ambiance fantastique du côté de chez BNB Hotel. On les voit quand même pas énormément, les coureurs de cette équipe. Alors peut-être que ça va se décompter à partir de demain avec une étape un peu plus vallonnée qui pourrait convenir notamment à Quentin Baché. Mais Brian Cocard, du côté des sprints, c'est dur, hein, c'est vraiment très compliqué. Je continue du côté des Français avec Christophe Laporte. Je n'ai pas compris la stratégie de Cofidis, comme souvent avec Cofidis. Hein, c'est pour, vous savez, que ça fait des parties des équipes comme Movistar, on ne comprend pas toujours les stratégies. Je ne vois pas pourquoi ils ont fait rouler autant Anthony Perez. Surtout que Laporte, il n'était pas très bien classé au niveau du maillot vert. Hein, donc, je ne vois pas quel était l'intérêt à ce moment-là. On a fait énormément travailler Anthony Perez et dans le final, on a manqué de main-d'œuvre. Il y avait personne dans le final pour entourer Laporte. Et Laporte, c'est pas forcément le sprinter qui arrive le mieux à frotter tout seul. C'est peut-être un petit peu son défaut à Christophe Laporte. Là, sur un sprint comme ça, vous avez deux trains et que ça remonte un petit peu de tous les côtés, il s'est fait complètement fermer. Et voilà, 22e. Mais encore une fois, sur ce sprint-là, je vais être un petit peu redondant sur les flops. Tous les mecs qui ont fait des flops, c'est tous les mecs qui n'ont pas eu d'équipe. Aujourd'hui, on a bien vu que le cyclisme est un sport d'équipe. Ce n'est pas un sport individuel sur ce sprint-là. Et puis je termine avec Anthony Turgis, 19e. Du côté de l'équipe Total Energy, je ne vois pas pourquoi on l'a fait sprinter. Là encore, un souci de stratégie. Anthony Turgis, c'est un bon coureur de classique, mais c'est pas un sprinter. Il a une bonne pointe de vitesse, mais ce n'est pas un sprinter. Un sprinter, ça sait frotter. Anthony Turgis ne sait pas frotter, n'a pas l'habitude de frotter. C'est ce qui fait la différence. Mais bon, du côté de cette équipe Total Energy, on a lancé Anthony Turgis aujourd'hui parce que c'est pas comme si Boisson-Hagen avait vraiment été intéressant hier. Hein, je crois 22e, il y a 2 jours, 22e Boisson-Hagen. Ça avait été un petit peu compliqué. Pour moi, il n'aurait pas fallu emmener Boisson-Hagen. Si tu voulais jouer les étapes rapides, t'emmener Julien Simon et Turgis. Simon pour emmener Turgis, t'emmenais pas Boisson-Hagen. Parce que Boisson-Hagen, il est quand même un petit peu cramasse. Hein. C'est un coureur qui est quand même plus très frais. Et là, du côté d'Anthony Turgis, oui, c'est un petit peu décevant, mais encore une fois, on ne s'attendait pas à des merveilles non plus de la part du coureur français. À partir du moment où il était seul dans le final, on ne pouvait pas faire des merveilles. Il y a Boisson-Hagen qui le remonte, je crois, à 5 ou 6 km de l'arrivée, mais déjà, ils sont très très loin à ce moment-là. Donc, Boisson-Hagen fait un gros effort, et l'effort qu'il a fait à ce moment-là, il ne pouvait plus faire le travail. Enfin, je pense que c'était Boisson-Hagen. Hein, de loin, on aurait dit Boisson-Hagen, mais on ne peut pas faire du bon travail ensuite. Attaque de Marlou! 2 coureurs au top aujourd'hui. Je commence avec Mark Cavendish, impressionnant. Le train de la Deceuninck a été impressionnant aujourd'hui. Bon, il avait déjà été très bon du côté de Fougères, mais c'est vrai que sur cette étape-là, c'était pas simple parce que c'était vraiment une bagarre de train face à Alpecin Phoenix. Il fallait montrer les crocs, il fallait montrer les dents, et Deceuninck a montré les dents. Aujourd'hui, Cavendish, il a fait un sprint, encore une fois, énorme braquet pour Cavendish. Il a compris peut-être que c'était comme ça que ça marchait le mieux. C'est vrai qu'on dirait Greppel maintenant. Enfin, au niveau des braquets, on dirait Greppel. Au niveau de la position, on dirait quand même une position de dérivé de Caleb Ewan pour moi. Mais c'est là où on voit que c'est quand même un coureur intelligent, Mark Cavendish, parce que dans cette période de crise, il a quand même réussi à se réinventer et à se relancer. C'est très fort. Et c'est vrai que du côté de Mark Cavendish, en plus, Châteauroux lui a toujours réussi. Première victoire, j'en avais parlé ce matin, et déjà il y a quelques jours. Mais également victoire en 2011 ou 2012, je ne sais plus, pour Cavendish. 3e victoire. Les 3 dernières arrivées, c'est Cavendish. C'est une terre qui marche bien. Et pourtant, en 2011, c'était pas la même arrivée. Je me souviens qu'il y avait une chicane
il y avait un gauche-droite, et j'ai pas souvenir non plus que 2008 c'était la même endroit, parce que là c'était avenue de la Châtre, je crois, du côté de Châteauroux. Je crois que les deux autres, l'étape de 2008 c'était dans Châteauroux même. 2011, je me souviens, il y avait un gauche-droite, donc c'était aussi dans Châteauroux. Mais très fort Mark Cavendish, il aime l'air berrichon. Il aime. On peut aussi saluer le grand travail de Julien Lafilippe, qui a été très très bon aujourd'hui. Bon travail également de Ballerini et du lanceur de Cavendish, que peut-être, vous savez, on peut le dire, le meilleur lanceur du monde, c'est Morkov, parce que Morkov a lancé des sprints pour beaucoup de monde et il a toujours été bon dans ce travail-là de lanceur. Il faut le dire, que ce soit avec Bennett, là aujourd'hui Cavendish, mais même d'autres mecs. Moi, je me souviens, je vais vérifier quand même parce que des fois je dis des petites âneries, mais Morkov, oui, chez Katusha, il emmenait. Chez Tinkoff, il n'avait pas vraiment le même rôle. Il avait un rôle un peu différent. C'est quand même un mec qui a 36 ans, mais il en a fait gagner des sprinters, Morkov. Je le voyais plus jeune, moi. Je ne le voyais pas à 36 ans, Michael Morkov, dis donc. Mais c'est vrai, il a commencé en 2005. Donc ouais, impressionnant. Il fera le tour du Danemark également après le Tour de France. Mais voilà, impressionnant par cette capacité à emmener les sprints depuis de nombreuses années. Là encore, avec Cavendish, ça marche très très bien. Il a une capacité comme ça d'adaptation à changer de sprinter assez forte, Michael Morkov. Et puis ensuite, Cavendish a été très très bon du côté de Philipsen. Moi, je trouve qu'il a fait un bon sprint, Philipsen. Il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur un train qui était plus fort que lui. Le train de Alpecin, je pense, n'a pas très bien géré aujourd'hui. On a vu, c'était pas en place. C'était pas en place du côté d'Alpecin. Van der Poel, à un moment, était un petit peu embêté. Voilà, il ne retrouvait pas ses équipiers. Donc, je pense qu'il a un petit peu travaillé dans le vide, Van der Poel. Et puis après, bon, ça a quand même bien marché parce que Tim Merlier est 7. Donc ça veut dire qu'il a bien lancé le sprint quand même, Tim Merlier. Mais il a manqué quelque chose dans le sprint. C'était pas aussi fluide que les jours derniers du côté de Philipsen et de Alpecin. Donc on verra comment ça se passera dans les jours à venir. Et puis du côté de Philipsen, on s'aperçoit quand même que les jambes sont là. On peut avoir un petit peu des doutes par rapport à ses chutes. Parfois, on a des douleurs au bout de quelques jours. Les douleurs ne sont pas là, c'est un petit peu comme des mares. Donc, ça, c'est plutôt satisfaisant. Et après, est-ce que c'est lui le leader ou Merlier Grande question encore. Mais voilà, c'est dommage du côté de Philipsen, mais ils se sont fait manger par le train de la De Koninck du côté de Alpecin Phoenix. Du côté des flops, ça va être assez rapide parce que je vais dire la même chose pour les 3 flops. Il leur a manqué un train. Il leur a manqué des jambes, mais aussi un train. Alors, je commence avec Garcia Cortina. Bon, Garcia Cortina, depuis le début de ce Tour de France, c'est un peu compliqué, mais en même temps, du côté de l'équipe espagnole, on a emmené aucun coureur pour l'accompagner, quasiment. Garcia Cortina. Puis j'étais même assez surpris par sa participation au Tour de France, parce que Garcia Cortina, cette année, c'est quand même pas la folie. Chez Movistar, il y a eu une chute en début de saison. C'était à la Classica des Almeria. Et puis après, il a abandonné à Flèche Wallonne. Quasiment 2 mois sans rouler. Vous ne pouvez pas être performant en faisant 2 mois sans rouler. Hein. Ça, c'est clair et net. Sur le Tour de Suisse, il a pris une 4e place sur l'étape numéro 2, en sachant que sur le Tour de Suisse, on n'avait pas non plus une grosse opposition du côté des sprints. Et sur ce Tour de France, pour le moment, c'est son meilleur classement. Il avait déjà fait 20e à Fougères. Malgré tout, Garcia Cortina, quand on se souvient de sa victoire, notamment à Paris-Nice, ou de ses victoires, de ses places plutôt sur le Tour de France, on se dit que cette année, il en manque un petit peu, mais je regardais même, il n'a jamais été très performant sur le Tour de France. Je suis en train de regarder son profil sur Pro Cycling Stats. C'est vrai que c'est un coureur qui a fait 15e, 17e. Sa meilleure place sur une étape du Tour de France, c'est 8e. Ça, c'est pas la folie, mais c'est un coureur qui, pour moi, est capable de faire un peu mieux.
Après, est-ce qu'il devait pas plutôt se concentrer sur certains sprints? Est-ce qu'aujourd'hui, forcément, il avait une possibilité de gagner en sachant qu'encore une fois, il fallait avoir un train, alors que lui, il n'en avait pas. Je pense qu'il aurait peut-être pu s'en passer parce que demain, ça peut convenir à un Garcia Cortina à l'étape. Surtout qu'il il est plutôt performant sur la classique belge, ça peut lui convenir s'il arrive à passer les bosses. Je continue du côté de Zabel. Bah, c'est bien, chez Israël, on inverse les rôles et pourtant ça ne marche toujours pas. Je dirais que ça marchait mieux avec André Greppel, même, qui avait fait 10e. Là, Zabel a fait 14. Après, Zabel, c'est quand même, je me souviens, on l'avait vendu un petit peu comme une pépite, Rick Zabel, à ses tout débuts, notamment à l'époque dans la réserve de la Rabobank. Vous savez qu'il avait gagné quelques belles victoires, mais sur des courses quand même de moindre importance. À la BMC, il n'a pas été bon. Chez Katusha, il s'est absolument rien passé. Et chez Israël non plus. C'est un coureur qui, même pour lancer des sprints, n'est pas incroyable non plus. Enfin, il n'est pas un poisson pilote. Il peut être dans le train d'un sprinter, mais ce n'est pas un poisson pilote. Notre ami Rick Zabel. Ouais, il n'a pas le talent de son père, très clairement. Bon, en même temps, son père ne buvait pas que d'eau. Donc ça explique peut-être cela. Mais du côté ouais, de Isabelle, à chaque fois qu'on lui a donné sa chance, ça n'a pas marché. Donc, alors je crois quand même que c'est... Non, il avait fait 11e en 2018 d'une étape du Tour de France. Je croyais que c'était presque sa meilleure place sur une étape du Tour de France. Et bon, les années suivent et il n'y a pas vraiment de changement du côté de Isabelle. Hein. C'est toujours aussi compliqué. Et puis je termine avec Michael Matthews. Là aussi un petit peu décevant, 9e. Il perd notamment des points au classement du maillot vert. Il était plutôt bien placé, il passe 4e. Mais maintenant il est un petit peu plus loin. Et puis Nasser Boigny lui est passé devant dans ce classement. Du côté de Matthews, aujourd'hui il a manqué un train. J'allais me répéter, c'était là-dessus. Ouais, il a manqué un train pour Matthews. Bon, demain, il faudra voir. Il est capable de passer demain aussi. Hein. C'est un peu comme Garcia Cortina, donc peut-être un autre jour. Demain est un autre jour, comme on dit, du côté de Michael Matthews. Ça sera une étape longue, hein, par contre, demain. Faudra. C'est pas forcément le meilleur sur les parcours de plus de 225-230 km, Michael Matthews. Mais voilà, ouais, il a manqué du monde, quoi. Mais du côté de Bike Exchange, en même temps. Enfin, je me dis quand même que du côté de Bike Exchange, c'est un peu une surprise parce que Chavez, Yates ont pas été très bons. Donc on aurait pu au moins faire rouler un des deux pour Matthews aujourd'hui. Ça aurait peut-être pas fait de mal à Michael Matthews d'avoir un homme en plus dans son train, mais vraiment aujourd'hui il a manqué de monde et on s'aperçoit même dans son sprint il passe totalement à l'extérieur parce qu'il part de très loin avec un temps de retard. C'est dommage parce que les jambes sont bonnes du côté de Michael Matthews. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, grosse présentation d'étape à 7h30. Je connais un petit peu la région avec l'étape de Vierzon, le Creusot. Ce sera présentation à 7h30. Le débrief sera également dans la soirée demain. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao.